quotidienne, un monde. RTGA, mieux qu'une... Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Plus de 8500 personnes enterrées et 5587 blessés, tel est le bilan actualisé du massacre perpétré par les M23 soutenus par l'armée rwandaise au nord Kivu à Goma. Ce sont des chiffres dévoilés au cours du briefing presse co-animé jeudi par les ministres de la Communication et Médias et son collègue de la Santé publique. Agression rwandaise, la communauté Banyamulenge ne soutient pas l'AFC et M23 qui visent à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo en entretenant une confusion visant à rendre les populations civiles de Fizi, Mwenga et Uvira une cible militaire des belligérants. Célébration de la Journée internationale de la femme, les Congolais sont appelés à promouvoir l'autonomisation dans tous les domaines de la vie. Cet appel leur a été lancé au cours du briefing de presse dévoilant les thèmes du mois de mars, mois dédié à la femme. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Le gouvernement congolais annonce le bilan actualisé de massacres perpétrés par le M23 soutenu par l'armée rwandaise à Goma. Plus de 8500 personnes enterrées et 5587 blessés. Ces chiffres étaient dévoilés jeudi 27 février lors du briefing presse co-animé par les ministres de la Communication et Médias et son collègue de la Santé publique qui est revenu aussi sur l'attentat de Bukavu. Jean Sarmit Mikanda nous en parle dans son reportage. Tout pour la patrie était le thème de ce briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, avec son collègue de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, le 27 février 2025 à Kinshasa. Ces deux membres du gouvernement ont apporté des précisions sur les bilans actualisés du carnage de Goma. Patrick Mouyaya a débuté ce rendez-vous par déplorer les événements malheureux survenus à Bukavu après le départ des animateurs du meeting. Une explosion qui ressemble à un attentat. Le porte-parole du gouvernement congolais attribue cet incident à l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 AFC. Dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, est revenu sur les bilans provisoires actualisés du massacre perpétré par la milice du M23 qui fait état de 8500 personnes enterrées et 5587 blessés graves. Pour lui, ce bilan est sous-estimé par rapport à la réalité sur les terrains. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle. Et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. En termes de blessés, de 5587 blessés.
Au Sud Kivu, la situation sanitaire reste également préoccupante avec 179 blessés, sans compter les dégâts enregistrés lors du dernier meeting. La province fait également face à une recrudescence des maladies, notamment 200 cas de choléra et une propagation alarmante du mpox, variole des singes, aggravée par la destruction de certains centres de santé, poussant de nombreux malades à fuir, a fait savoir le ministre de la Santé publique de la RDC. Et on visite à Kinshasa le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu jeudi soir par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Leurs échanges ont porté sur la crise dans la partie est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise et l'occupation de certaines localités par les rebelles du M23. L'ONU s'engage à opérationnaliser la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité par les États membres. Après ces échanges avec les chefs de l'État, le numéro 2 de l'ONU a échangé avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka sur le même sujet, en mettant un accent particulier sur la mise en œuvre de cette résolution qui condamne l'offensive menée par les M23 sur le sol congolais. Un reportage signé Jacques-Olivier Mouloubandobe. Soucieuse de voir la partie est du pays retrouver une paix durable, la chef du gouvernement congolais met tout en œuvre pour l'application de la résolution 2773 de 2025 du Conseil de sécurité. Celle-ci stipule que le M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle, tout en démantelant entièrement les administrations parallèles illégales mises en place sur le territoire de la RDC. Nous avons fait le point sur à la fois la situation et en même temps les efforts en cours et les efforts à poursuivre pour arriver le plus rapidement à des progrès. Alors, les progrès sur quelle base? Eh bien, sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée, comme vous le savez, le 21 janvier, qui a un certain nombre de messages très importants concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, concernant l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre cette résolution pour rétablir la paix à l'est de la RDC. Le message central, qui est un message convergent, c'est tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. D'ailleurs, la résolution du Conseil de sécurité fait référence déjà à cette possibilité que la MONUSCO soit utilisée pour assurer le suivi le respect du cessez-le-feu. Jean-Pierre Lacroix a fermement insisté sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, n'écartant pas la possibilité des sanctions contre les responsables à l'échelle multilatérale ou bilatérale. Il est important de préciser que cette résolution demande également l'ouverture urgente des couloirs humanitaires temporaires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu pour permettre l'approvisionnement en biens essentiels et la circulation sécurisée des civils, notamment les travailleurs humanitaires. Et la diplomatie toujours, les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont été reçus jeudi par le président Sassou Nguesso, à qui ils ont présenté leur initiative en faveur de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par ces responsables des deux églises pour un éventuel dialogue en vue du retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ce reportage de la presse présidentielle du Congo-Brazzaville. Depuis l'accentuation du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo, les prélats catholiques et protestants ont multiplié des rencontres auprès de certains chefs d'État, à l'instar des présidents Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto, en vue de trouver une solution de sortie de crise. Aujourd'hui,
la délégation du clergé catholique conduite par Monseigneur Donatien Thiolé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo en sigle CENCO, et celle du clergé évangélique conduite par le révérend Eric Senga Nsimba, sont venus solliciter l'implication du président Denis Sassou Nguesso, qui a eu une grande expérience dans la résolution des crises en Afrique, pour une rencontre au sommet entre les présidents de la RDC et du Rwanda pour mettre un terme à ce conflit par le biais du dialogue. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Nous sommes venus justement et demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit, et vraiment c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Notre étape ici à Brazzaville consacre justement la nécessité que nous accordons au vivre ensemble en tant que valeur fondamentale, puisque la question ou le problème qui sévissent au Congo ne touche pas que les Congolais. Vous savez que nous partageons les frontières, nous partageons également des communautés qui sont d'un côté et de l'autre, et c'est tout à fait normal que lorsque les deux processus de Luanda et de Nairobi sont aujourd'hui fusionnés, que nous regardions également au cœur de l'Afrique centrale. Et donc, c'est ce qui nous a conduit ici à Brazzaville pour attendre l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons ici été enrichis, nous avons été bénis parce que nous avons suivi de sages conseils et nous estimons qu'à notre retour, nous pouvons beaucoup contribuer avec ces éléments de sagesse. Somme toute, les représentants des églises catholiques et protestantes de la RDC quittent Brazzaville avec l'espoir de bénéficier du plein soutien du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Je l'ai dit au sommaire, la communauté Banyamulenge condamne avec la dernière énergie la prise des positions de l'ancien colonel Charles Sematama qui prétend engager toute la communauté dans la guerre d'agression rwandaise qui vise à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo en entretenant une confusion visant à rendre les populations civiles des hauts plateaux, des Fizi, Mwenga et Uvira, une cible militaire des belligérants. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi 28 février à Kinshasa. Suivez l'extrait de leur déclaration, lui ici, par Tadé Moutouaré, représentant de la communauté Banyamulenge en République démocratique du Congo. Il est au micro de Elvis Ebama. Nous, représentants de la communauté Banyamulenge à l'RDC, voudrions fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la déclaration faite à la voix de l'Amérique par l'ancien colonel Sematama Charles, autoproclamé général de la brigade, relié par le communiqué de presse du coordonnateur du dit groupe, M. Kamasanda Kizewilkam, devant l'option du dit groupe Birwanero d'abandonner sa ligne d'autodéfense civile et de s'allier à l'AFC M23 pour désormais combattre les institutions de la République. Condamnons avec la dernière énergie cette prise de position de Birwanero qui prétend engager toute la communauté. Condamnons et rejetons ensuite toute personne, organisation ou État qui tient à instrumentaliser notre tribu pour des fins personnelles et inavouées. La communauté Banyamulenge n'a jamais imaginé l'option d'une quelconque rébellion pour faire valoir ses revendications à sa sécurité, par ailleurs légitime, moins encore demander à un État étranger pour venir la sauver par la guerre, qui la rend encore plus exposée qu'avant contre les autres compatriotes de son pays pour exacerber davantage les discours de haine basés sur le faciès dont ils sont victimes depuis plus de 40 ans.
D'une communauté à une autre, les communautés du Grand Kivu reçues par les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les échanges ont porté sur la désinformation faisant état de la stigmatisation du peuple kivousien à Kinshasa en cette période où la RDC est agressée par le Rwanda qui soutient les M23. FC Jacquemain Chabani-Lougo a exhorté ses hôtes à lutter contre cette manipulation et à conscientiser à leur tour leur communauté pour les bien fondés des vivre ensemble. Suzy Kibira Omari nous en parle. Avec cette mise au point du ministère de l'Intérieur, on peut retenir que les croyances négatives et injustes sur les communautés kivussiennes et itouriennes n'existent pas au sein de la communauté congolaise en général. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Lougo, en a parlé avec le caucus de l'intercommunautaire Nord et Sud Kivu et de l'Ituri. La propagation de la stigmatisation en République démocratique du Congo pendant cette période de guerre avec l'occupation de l'armée rwandaise sur le sol congolais dont la partie orientale est une intox et des informations des ennemis de la République pour s'aimer la division et ouvrir la porte à la guerre tribale au sein du pays de Lumumba et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces leaders de l'espace swahiliphone, avec le patron de la sécurité et de la territoriale, ont également évoqué la question relative à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir été éclairés par le patron de la sécurité, l'intercommunautaire Kivu et Ituri promettent de lutter contre la manipulation et la stigmatisation propagée dans les réseaux sociaux. Ils ont en outre témoigné leur soutien au président de la République pour les efforts diplomatiques et militaires visant la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans la partie est de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Lougo, a invité ses leaders de conscientiser à leur tour les populations sur le bien fondé du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Et de son côté, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Moudiavita a présidé la réunion de travail à l'intention des officiers militaires des différentes unités de l'armée congolaise. Le patron de la Défense nationale leur a remis des directives ministérielles pour la gestion des FARDC. Il a en outre insisté sur la mise en application de ces recueils régissant tous les textes relatifs à la défense nationale. Encore une fois de plus, Suzy Kibira Omari. Au cours de cette réunion avec les officiers militaires des différentes unités de l'armée congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Moudiavita, a procédé à la remise des directives ministérielles permanentes sur la gestion des FARDC à ces différentes unités élargies aux différents responsables des structures de commandement et itinérance dans les garnisons en vue qu'ils répondent valablement et dans les normes à l'ambition du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face aux menaces dont fait face le pays, mais aussi les guider dans la prise de décision. Le numéro 1 de la Défense nationale a insisté auprès de ses officiers généraux sur la mise en application de ce recueil régissant tous les textes relatifs à la défense nationale. Ces outils ne sont pas arrangés dans les tiroirs, mais doivent les guider dans la prise de décision de manière sensée, ordonnée et cohérente, avec comme obligation de les dupliquer pour les différentes unités subordonnées, a martelé le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Pour lui, ces directives ministérielles permanentes se rapportent sur le recrutement des militaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sur l'orientation, la formation, l'acquisition des approvisionnements, l'entraînement militaire, l'organisation et la pratique des activités physiques et sportives, la gestion des ressources humaines, le catalogue des emplois au sein des FARDC, mais aussi sur le signalement, l'avancement en grade et sur le dégagement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Sachez également que le membre du Conseil supérieur de la magistrature mobilisé pour la cause des forces armées de la République démocratique du Congo, son président Dieudonné Kamuleta, a encouragé tous ses collaborateurs à s'impliquer dans la campagne exceptionnelle de don des sangs
organisés par les ministères de la Santé publique en vue de sauver des vies des forces armées engagées au front. Un geste de solidarité et d'engagement du pouvoir judiciaire en reconnaissance du sacrifice de ceux qui assurent la sécurité du pays, nous dit Elvis Ebama. Ils ont répondu favorablement à l'appel leur lancé par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, celui de donner du sang pour sauver les héros au front. Les magistrats ont mis de côté le code des procédures judiciaires loin de leurs bureaux et salles d'audience pour poser cet acte de générosité envers ceux qui défendent la nation. Les magistrats et les membres du Conseil supérieur de la magistrature en tête leur président, Dieudonné Kamuleta, voulaient démontrer leur appartenance à une nation que la RDC. Nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord Congolais. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains, mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation. C'est ça notre nation, la patrie ou la mort. Comme tout le monde ne peut pas être au front, avec nos frères qui perdent de leur sang et de leur vie, nous libérons ce sang-là pour dire que en ce moment-ci, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de province, il n'y a qu'une seule nation. Derrière son chef, enfin, l'hégémonie de la RDC puisse être concrétisée et que tous ensemble nous soyons unis pour célébrer la grande victoire que nous espérons de tous nos voeux. Pour ces magistrats, rien ne restera impuni. J'ai reçu le procureur de la Cour pénale internationale. Ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, nous sommes non pas seulement être résignés, non. Nous sommes dans la marche pour dire qu'il n'y a aucun crime commis sur le territoire national qui restera impuni. On traquera tous ces détracteurs-là. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne de don des sangs pour nos héros initiée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. À ce jour, 1200 poches de sang ont été récoltées et envoyées à Goma, Bukavu et Uvira afin de soutenir les héros de la RDC dans leur combat pour la paix et la sécurité. Le commissionnaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loubo, les bandits urbains communément appelés Kuluna, arrêtés lors des bouclages organisés dans les camps Kabila et Lufungula dans le cadre de l'opération Ndobo. Blaise Kilimbalimba a promis que ces équipes vont traquer tous ceux qui vont s'illustrer dans l'incivisme en troublant l'ordre public à Kinshasa. Suzy Kipinira Omari nous en parle. La lutte contre la criminalité urbaine s'intensifie dans la capitale congolaise. Plus ou moins 250 arrestations à Kuluna ont été enregistrées lors d'un bouclage organisé dans 2 camps de la police. Il s'agit du camp Kabila et Lufungula dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo. Hameçon français, ces présumés criminels ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani-Loubo, par le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, en présence du commissaire général, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni et d'autres autorités militaires. Selon le commandant de la police, ces opérations vont se poursuivre pour dénicher tous ceux qui terrorisent la population dans la capitale congolaise. Il a dit, je cite, « Nous avons déjà fait le rapport du travail que vous avez fait tel que cela a été organisé jusqu'à la fin avec succès. » Il a de ce fait félicité ses équipes. Mingi ya koloba ezali te tobandi yango lobi commandement nyonso ezali briefé ezala commandant place 14e région ayebi na koloba mingi te nazali mukuse nazali koloba pe na mukuse pe na suki wana. La République démocratique du Congo est agressée et les bouclages vont se faire pour dénicher les ennemis. Tous ceux qui choisiront le cambriolage seront dans le viseur de la police. Il faudra que la paix règne en République démocratique du Congo en général et dans la capitale congolaise en particulier. Tous les commandants sont instruits. Le commandant de la 14e région militaire est aussi au courant de cette décision. Les présumés criminels seront déférés à la justice pour des procès en flagrance où il y aura également des condamnations à mort prononcées.
Le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé ce vendredi 28 février 2025 la journée d'information sur la participation de la délégation de la République démocratique du Congo à la commission sur la condition de la famille qui aura lieu à New York dans le cadre des festivités du mois de la femme à travers le monde. La représentante du ministre du Genre, Madame Achadati Souminois, a aussi expliqué les thèmes de cette édition 2025, à savoir pour toutes les femmes et filles, droits et autonomisation. Un reportage signé Megui Kabembo et Guillaume Kankwende. C'est sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation » que sera célébrée la Journée internationale des droits de la femme en cette édition 2025 à travers le monde. Un événement officialisé par les Nations Unies en 1977. Pour Achadati Souminois Toulouka, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, ces thèmes mobilisent toutes les femmes des différents domaines de la vie nationale à être autonomes. Pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation. Ce thème appelle à des sociétés véritablement équitables et productives, ainsi qu'à une augmentation des ressources allouées aux femmes dans tous les domaines de la vie nationale. Il s'inscrit également dans les 12 domaines d'évaluation de 21+30. En cohérence avec cette vision, notre thème national a été défini comme suit: la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Ce thème exprime notre volonté commune de placer le besoin des femmes et des filles au cœur de toutes nos politiques, programmes et projets nationaux. Esther Kamwania, secrétaire générale du Genre, Famille et Enfants, elle a défini les objectifs du journée du 8 mars en ces temps de guerre. C'est une journée où nous devons nous asseoir et dire où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous n'avons pas fait et comment le faire d'une manière à avoir des résultats. Voilà l'objectif de cette journée. La journée du 8 mars sera marquée par un culte œcuménique qui sera organisé au Palais du Peuple et plusieurs activités prévues notamment pour compatir avec les femmes de l'Est jusqu'au 8 avril 2025, les conférences débats aux universités sur la thématique, les collectes de fonds et les interventions de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoy, au 69e session de commission de la condition des femmes à New York. Le PAN du 8 mars a été présenté et a été dévoilé, frappé de messages symbolisant la paix dans l'est du pays. On va quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. Les torchons brûlent entre les conducteurs des taxis-motos et les autorités urbaines de la ville de Kindu. Nous sommes au Maniema. À la base, les paiements de la taxe conventionnelle des 1500 francs des parkings est passé à 2500 francs congolais sans aucun procès, chose qui a suscité la colère des conducteurs des taxis-motos qui ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Kindu jeudi en barricadant les routes pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'illégal comme taxe. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui est descendu sur les lieux dit être sous-informé de cette mesure. De son côté, le député provincial Dr Abeli Choma Florent souligne que le moment n'est pas propice pour imposer cette taxe aux conducteurs des taxis motos. Je vous propose de suivre tour à tour le ministre provincial Maître Taylor Selemani et le député provincial Florent Abeli au micro de notre correspondant Roger Eboulinda Nzenga. Nous avons signé avec les motards sur le montant de 1500. Cela n'a pas empêché d'autres taxes qui existent, qui sont de la compétence des GTD, par exemple la mairie. C'est pourquoi, au stade actuel, nous allons nous réunir avec les responsables des différentes associations de motards pour qu'on puisse examiner sur l'opportunité et la faisabilité, oui ou non, pour le 1500, eh bien, il faut accepter que la ville de Kindu, qui est une ETD, puisse aussi percevoir ce qu'il y a. Il y a des taxes qui sont prévues par l'État, il y a toute une nomenclature qui détermine les taxes qui doivent être perçues. Alors la ville, en tant qu'une ETD, a ses prérogatives
compte tenu de la situation actuelle, je vous confirme que l'autorité provinciale va examiner avec les parties prenantes pour qu'on sache ce qu'on doit faire. Nous venons tous d'apprendre qu'il y a une taxe que le maire de la ville a ajoutée aux différentes taxes que payent les motards. Nous pensons que ce n'est pas le moment de pouvoir inscrire cette taxe aux motards, surtout que nous sommes dans une période d'insécurité, de guerre. Et je pense que ce n'est pas le moment. Que les maires de la ville puissent d'abord approcher les taximens, qu'ils puissent les conscientiser avant de pouvoir envisager d'augmenter une quelconque taxe. Campagne des dotations des bons aux écoles et universités initiée par le chef de l'État et exécutée par les services nationaux se poursuit. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a procédé ce vendredi 28 février à la remise des 600 bancs aux instituts techniques commerciaux des Ngaliba ainsi que des Djelo Binza, deux écoles publiques de l'État confrontées au problème de manque des bancs et des matériels, dont d'autres. Nana Bwana nous signe ce reportage. À l'Institut technique commercial ITC Ngaliema, sous un soleil accablant, aux allures d'un véritable envoyé du président de la République, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik s'y est rendu ce vendredi 28 février. Pour procéder à la dotation d'un lot de 300 bons pupitres, ceci dans le cadre de la campagne d'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants de la RDC, une campagne initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Après l'étape de l'ITC Ngaliema, l'envoyé de Félix Tshisekedi a également remis un autre lot de 300 bons aux élèves de l'ITC Djelo Binza situé au quartier d'Elvo. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, poursuit sans relâche la remise des bancs pupitres dans toutes les écoles publiques, si bien de Kinshasa que de l'intérieur du pays. Certaines écoles construites sous la colonisation belge n'ont reçu jusqu'à ce jour même pas une nouvelle couche de peinture. Que dire du mobilier scolaire? Les bois n'est donc pas un luxe dans ce pays, car pendant que nos enfants n'ont pas où s'asseoir pour bien suivre les cours, des tonnes de grumes traversent nos routes, sillonnent nos rivières et nos fleuves pour rejoindre la mer en direction d'autres pays. À chaque jour suffit sa peine. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'option que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise en déclarant plus d'écoles en République démocratique du Congo sans bancs pupitres. Pour concrétiser cette politique, un atelier de menuiserie moderne a été installé à Kinshasa dans la commune de Lanseri. Il produit 2000 bancs pupitres par mois. Victime d'expoliation par des tierces, la présence de l'envoyé du chef de l'État était également une occasion pour les gestionnaires de cette école de lancer un plaidoyer au lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik pour mettre fin à cette situation. Sachez également que l'humanité est sensibilisée le 28 février de chaque année sur les conséquences des maladies rares en vue de pousser les décideurs à mettre en œuvre des politiques pour la prise en charge des maladies rares. Parmi ces maladies, on peut citer l'albinisme, la drépanocytose. Le monde doit en tout cas lutter contre l'errance médicamenteuse pour sauver des vies. Sous Ekibira Omari nous en parle. Le 28 février de chaque année est célébrée la journée internationale des maladies rares. Et considérée rare, une maladie qui ne concerne pas plus d'une personne sur 2000. Si bon nombre des maladies rares sont déjà bien décrites dans la littérature scientifique, des zones d'ombre subsistent. La granulomatose septique chronique est une maladie génétique rare et grave du système immunitaire. Elle est causée par une mutation du gène CIBB localisée sur le chromosome
chromosome X et touche principalement les garçons. Les patients atteints de cette maladie souffrent d'infections bactériennes et fongiques récurrentes qui peuvent compromettre leur pronostic vital à court terme. Le syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse sont un groupe de maladies génétiques rares qui se caractérisent par le développement d'excroissance déformant certaines parties du corps et responsables des douleurs intenses, de fatigue, de saignements et de divers dysfonctionnements. Les malades souffrent ainsi des handicaps sévères et leur pronostic vital peut être parfois engagé. En cette édition 2025, que ce soit au niveau national comme européen, les combats continuent pour lutter contre l'errance médicale et l'évolution des traitements pour les patients atteints des maladies rares. Certaines maladies rares sont bien connues du grand public. Albinisme, drépanocytose, mucoviscidose, hémochromatose, myopathie des Duchenne, amyotropie spinale. Presque 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Il est impérieux de sensibiliser les décideurs politiques et le public aux maladies rares et à leur impact sur la vie des patients. Le zèbre est la mascotte officielle des patients atteints des maladies rares. Historiquement, on disait aux professionnels de la santé que lorsqu'ils entendaient des bruits de sabots, ils ne devaient pas s'attendre à voir un zèbre. C'est la fin de cette grande édition de journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Plus de 8500 personnes enterrées et 5587 blessés, tel est le bilan actualisé des massacres perpétrés par les M23 soutenus par l'armée rwandaise à Goma au Nord Kivu. Ce sont les chiffres dévoilés au cours du briefing presse co-animé jeudi par le ministre de la Communication et Médias et son collègue de la Santé publique. L'agression rwandaise, la communauté Banyamulenge ne soutient pas l'AFC et M23 qui visent à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo en entretenant une confusion visant à rendre les populations civiles de Fizi, Mwenga et Uvira une cible militaire des belligérants. Et la journée internationale de la femme, les Congolais sont appelés à promouvoir l'autonomisation dans tous les domaines de la vie. Cet appel leur a été lancé au cours du briefing dévoilant les thèmes du mois de mars dédiés à la femme. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.